Merci beaucoup, Olivier. Je crois que c'était extrêmement instructif et tout à fait dans le cadre de poser le débat, en tout cas une partie du débat. Donc, je vais appeler maintenant à cette table ronde qui n'est pas très ronde, mais j'ai appelé les panélistes. Donc, pour commencer, Antoine Fournier, société TZ Data Center, donc président de TZ Data Center et est également président de la commission Data Center de Infranum. Je laisserai ensuite Antoine présenter Thésée. J'accueille aussi Christophe Lancré-Javal, qui est VP Sales EXA Infrastructure. Plus de 30 ans d'expérience dans les télécoms et il est spécialiste d'infrastructures optiques, terrestres et sous-marines. J'appelle aussi Charles Huot, société Éclairion, dont il est le directeur commercial et président du pôle de compétitivité de Cap Digital. Donc c'est un entrepreneur, il a fait ses classes au Centre européen de mathématiques appliquées d'IBM et est spécialiste du traitement du langage naturel qu'il a développé en cofondant la société d'édition de logiciels Thémis dans les années 2000. J'appelle aussi Rémi Dolicki, qui est Sales Manager Data Center chez Cornell Optical Communication. Et enfin, Paul Dubois, qui est rédacteur en chef et président d'ITR News. Il est aussi membre du CA, de notre nouveau partenaire, le CDRT, le Club des dirigeants des réseaux et entreprises, et télécoms, pardon. Je vais finir par un jour savoir ce que ça veut dire, alors que je fais aussi partie de ce club-là. C'est pas très bien, désolé pour vous. Le Slido, oui, alors on me rappelle qu'il y a un Slido, donc il suffit de scanner le QR code pour pouvoir poser des questions qui seront prises. Voilà, vous allez sur l'application, vous tapez le code et c'est pour poser des questions que nous pourrons prendre en fin de table ronde. Du coup, je vais vous proposer à chacun 2 mots, 2 minutes pour vous présenter. Donc, par ordre, pas par ordre d'arrivée sur la table. Antoine. J'espère que je ne sais pas comment ça se passe en termes de micro. On entend? Non? Ah, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Écoutez, bonjour à tous, hein, enchanté. En tout cas, merci Olivier pour le lancement. Je crois que les grands chiffres sont posés. Alors, nous, côté TZ Data Center, on est, comme j'aime bien à dire, dans une autre ligne de nage que Data 4, on aura l'occasion d'y revenir. Nous, on est un acteur français de colocation, avec en cible les entreprises et les collectivités en France. On a une certification Tier 4 qui, du coup, permet de garantir le meilleur niveau de résilience. Donc là, je pense que ça parle aussi dans le monde du data center. Et on est déjà opérateur d'IA pour un certain nombre de nos clients. Du moins, pardon, on héberge déjà de l'IA et effectivement, ça pose des sujets de densité d'électricité, de densité de refroidissement. Et donc, effectivement, on va avoir un sujet d'efficacité énergétique et de souveraineté numérique au-delà des sujets connectivité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christophe Lancré-Javal, je travaille pour EXA Infrastructure. Donc, EXA Infrastructure est avant tout un opérateur d'infrastructure, pas de service. Donc, tout ce qui va être fibre noire, longueur d'onde et service. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 150 000 km à travers le monde, en particulier en Europe. On a 6 câbles transatlantiques, qui est une forte demande actuellement sur le marché, et nous devrions, d'ici la fin de l'année, en avoir 10. Un petit peu par rapport au rapport de la présence aujourd'hui d'EXA sur cette table ronde, c'est le raccordement de ces nouveaux data centers d'IA qui deviennent de plus en plus complexes. Comme le disait Olivier, ce n'est plus vraiment dans des métropoles, ce sont plutôt dans des déserts. Attention, quand je dis des déserts, c'est déserts télécoms, soyons précis. Une de nos activités est de raccorder ces data centers et en fait de donner accès ensuite au monde entier. Charles, je te propose de présenter Éclairion. Alors, Éclairion est un opérateur de data center en colocation spécialisé dans l'hébergement de systèmes d'intelligence artificielle. Donc, par rapport à des centres d'hébergement traditionnels, nous commençons à héberger des systèmes lorsque les racks ont une puissance supérieure à 50 kW à la baie. Donc, c'est que de la haute densité ou, comme le disait en introduction, tout ce qui concerne la haute performance, HPC ou l'intelligence artificielle. Donc, on a un premier centre qui est en déploiement à Bruyères-le-Châtel.
où nous allons héberger la machine de Mistral AI, qui est une machine qui à elle seule fait que 40 MW. Rémi, la parole est à toi. Merci, bonjour à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc Corning, on est un industriel, on est un des plus grands innovateurs internationaux en sciences des matériaux, en sciences du verre, de la céramique et de la physique optique. Donc, par nos investissements, on développe des solutions qui vous touchent un peu tous les jours. Vous avez soit Corning vous touche indirectement, soit vous avez touché du Corning directement en manipulant vos outils numériques aujourd'hui. On est face à l'explosion de l'intelligence artificielle. On a nos solutions, notamment de fibre optique, qui permettent de répondre aux besoins et aux nouveaux défis présentés par l'intelligence artificielle, que ce soit en termes de bande passante, de diamètre, de contraintes, et qui permet d'adresser les solutions des clients, des gens présents à côté de moi. Et Paul, je te laisse maintenant la parole. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Hervé, merci de nous accueillir, de m'accueillir. Je représente aujourd'hui le CDRT, donc Club des dirigeants des réseaux et télécoms, avec lequel le Credo a fait un partenariat. Comme son nom l'indique, c'est un think tank qui regroupe principalement des acteurs du monde des télécoms, 350 membres aujourd'hui. Le président, c'est Bertrand Porcelot, qui est également le CEO d'InReach, que vous connaissez peut-être. Je me positionne également en tant que dirigeant d'un groupe de presse aujourd'hui, mais ma culture, ma formation et mon parcours professionnel a été en permanence dans l'IT. Je suis ingénieur informatique de formation, j'ai dirigé une SS2I et une société de formation, et aujourd'hui je suis un peu un consultant et un observateur assez privilégié de l'environnement IT, de ses évolutions, bien évidemment de l'intelligence artificielle, bien évidemment des problèmes RSE qui touchent l'énergie qui est si importante dans les data centers aujourd'hui, et bien évidemment du monde des télécoms au travers du CDRT. Merci. Et donc, merci à tous les panélistes d'avoir répondu à notre invitation. Je pense qu'on a aujourd'hui un panel varié avec des expériences et des compétences dans des data centers, autour des data centers et un peu plus généralement. Ma première question sera justement une question d'ouverture. Aujourd'hui, on constate des investissements massifs, en tout cas des annonces d'investissements massifs dans l'IA en France et en Europe, et d'une manière générale, de toute façon, dans le monde. Comment voyez-vous les impacts sur les réseaux et sur les data centers? Donc peut-être Antoine, si tu peux commencer. Alors, effectivement, Olivier l'a dit, là, sur la partie réseau fibre, ou du moins dorsale fibre, il y a des vrais sujets de relocalisation par rapport aux data centers hyperscalers, donc qui sont par rapport au monde du cloud. Il se trouve que nous, on est concentré sur un autre marché qui est celui des grandes entreprises et des collectivités, où aussi on voit apparaître du HPC et du GPU, et ça pose en fait des vrais sujets de densité de refroidissement, et donc on est au sein même des data centers sur une transition technologique où on a depuis 15 ou 20 ans privilégié le refroidissement à air, et où on voit maintenant progressivement se déployer et généraliser le refroidissement à eau. Alors, vous avez sûrement vu pas mal de technologies assez diverses et variées. On voit depuis 2 ans qu'il y en a une qui est en train de l'emporter sur les autres, au moins, on va dire, à 3-5 ans. Donc, c'est la technologie dite DLC, de Direct Liquid Cooling, qui a l'avantage d'être sur un écosystème industriel normalisé au niveau mondial, que ce soit au niveau des fabricants de serveurs, au niveau des fabricants de baies, au niveau des fabricants de tuyaux, parce que tout ça est une chaîne complexe. Et on a effectivement, on voit arriver des déploiements maintenant de plus en plus standards sur cette technologie-là. Et nous, en tant que TSE, effectivement, comme on gère en fait la diversité des besoins, puisqu'on s'adresse à une diversité d'entreprises, tout l'enjeu est d'avoir des bâtiments de colocation qui permettent de répondre aux besoins AR en DLC, peu dense, moyennement dense, très dense. Et effectivement, on est dans un métier, je crois que quand on était opérateur télécom, on a des problématiques de diversité des besoins d'un client à l'autre. Et bien c'est pareil en data center et on s'adapte au cas par cas. Et c'est vrai que la chance qu'on a, on est sur l'ouest de l'Île-de-France. Et donc effectivement, on adresse, là, Olivier parlait des 30 minutes du technicien pour le DSI. Effectivement, dans les 30 minutes autour de nous, on a le 78, le 92 et l'ouest de Paris, ce qui fait qu'on adresse effectivement l'essentiel des grandes entreprises françaises.
Un petit point, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la différence entre le direct liquid cooling et l'immersive cooling. Donc le direct liquid cooling, ce sont des tuyaux qui amènent l'eau directement sur les processeurs, alors que l'immersive cooling, c'est quand on plante, on trempe directement dans des grandes baires remplies d'une huile spéciale, les serveurs. Ça, je n'ai jamais vu beaucoup à part dans des labos. Mais ce qu'on appelle le DLC, Direct Liquid Cooling, c'est on ne trompe pas les serveurs dans des baies. Tout à fait. C'est important de le préciser. Et même l'implémentation standard qui ressort aujourd'hui, si on refroidit la RAM, le GPU et le CPU, et le reste, donc en gros, les autres composants de la carte mère restent en ambiance sale. Et c'est là où aujourd'hui, il y a une normalisation, une standardisation, comment dire, à 3-5 ans, jusqu'à ce qu'on ait la prochaine. Et c'est ça qui... Quand je dis c'est normalisé, c'est aussi, quand on est en data center, on gère la résilience, on gère le risque, et donc on travaille avec les assureurs. Et aujourd'hui, au niveau mondial, les assureurs, ça y est, savent assurer du DLC. Effectivement, on continue de regarder l'immersion, parce qu'il y a beaucoup de prototypes par-ci, par-là dans le monde. On n'a pas encore trouvé d'approche normalisée au niveau, en discutant avec les assureurs. Et rapidement, DLC, c'est 100 kW par baie, quelque chose comme ça? Alors, ça dépend si vous êtes dans une recherche d'optimum écologique ou dans une recherche de puissance. Si on est dans une recherche de puissance maximale, on va dire avec des technologies standards, on arrive à être à peu près à 150 kW par baie. C'est énorme. Par contre, pour faire ça, pour l'instant, si on est sur du DLC standard, il faut mettre de l'eau froide. Et quand on met de l'eau froide, du coup, on a besoin d'énergie pour refroidir. Et donc, on a une mauvaise efficacité énergétique. Je ne sais pas si vous connaissez le terme PUE, qui est en gros qui mesure la quantité d'énergie qu'on utilise pour refroidir. Bon, ben, du coup, vous avez un PUE qui est même plus mauvais que le refroidissement à air. À l'inverse, si aujourd'hui, avec des technologies DLC standard, vous vous contentez d'être à peu près à 40 kg par baie, là, vous vous retrouvez avec des PUE meilleurs que dans des baies à 10 ou 15 kg à air. Donc voilà, on est capable de faire des choses très puissantes. Par contre, aujourd'hui, si on cherche un optimum écologique, c'est plutôt vers 40. Merci. Christophe, comment vois-tu justement l'impact de l'IA sur les réseaux plus que sur les data centers pour ce qui me concerne? Déjà, plus généralement, je ne sais pas, moi je suis beaucoup plus petit qu'Antoine, c'est plus difficile. La France devrait bénéficier de ces investissements massifs par rapport à l'Europe. Hein. Nous sommes les mieux positionnés en électricité décarbonée et géographiquement, la France est quand même au cœur de l'Europe et aussi de l'arrivée des câbles transatlantiques et transpacifiques et tout ce qui vient d'Asie. Donc, la stratégie de la France en termes de positionnement sur le réseau est assez intéressante et pas uniquement, comme disait Olivier, l'Est de la France, puisqu'il y a aussi beaucoup de câbles transatlantiques qui vont arriver dans, je vais dire quelques années, dans quelques mois, ça va beaucoup plus vite qu'on pense. Au niveau réseau, la difficulté qu'on va avoir, c'est la création de ces nouveaux data centers qui vont être plutôt assez gigantesques ou à la recherche d'électricité décarbonée et de terrains peu chers. Et où est-ce que vous allez les trouver? En général, c'est souvent loin des réseaux actuels. Et l'objectif, c'est comment y aller. On ressent sur le marché, en fait, il y a eu une euphorie depuis 2-3 ans sur l'intelligence artificielle. Je parle sur la partie réseau. On a une petite diminution ces derniers mois en termes de réseau. Ils n'ont pas besoin de autant de capacité qu'on ne le pensait. C'est-à-dire qu'à un moment où ils prenaient 20 paires de fibres, aujourd'hui, ils n'en prennent plus que 2-3. Ce n'est pas pour ça que ça ne va pas changer dans un avenir proche. Mais le besoin n'est pas important. Par contre, la résilience d'avoir 3, voire 4 routes distinctes est primordiale. Donc, en fait, on va un petit peu dépendre de où est-ce qu'ils vont trouver leur nouveau terrain pour construire ces data centers. On sera prêt à réagir à ce moment-là. Je rappelle, c'est assez connu, mais je rappelle, la France, avec Marseille et Paris, accueille 2 des 10 plus gros hubs télécoms mondiaux. Donc, on est vraiment au centre de l'écosystème télécom mondial. Charles, comment vois-tu? Alors, juste un petit point de correction sur la partie DLC, Direct Liquid Cooling. Aujourd'hui, nous, on tourne des baies à 150 kW avec une température d'entrée à 30 degrés et de sortie à 50. Et donc là, on est sur un PU d'un 18 et pas au-delà. Pour les baies à 40 kW, on est plutôt sur des technos de type porte froide. Nous, on a un centre donc, qui n'était pas connecté. On est à Bruyères-le-Châtel, le centre n'était pas connecté. Les demandes qui nous sont... C'est un centre qui, à terme, fera 100 MW. Donc, qui vise exclusivement une certaine classe d'ordinateurs, qui, à l'époque, quand on a démarré le projet, étaient des ordinateurs de type HPC, pour le calcul scientifique, et qui, en 2023-2024, nous a obligés à basculer sur
sur l'intelligence artificielle parce que les technos sont semblables. Notre centre n'était pas connecté et donc on a dû tirer 4 routes, 2 routes vers Data 4, une route tirée par-ci par-tech et l'autre par SFR et deux autres routes tirées vers Telehouse 3 à trentaine de kilomètres. Donc c'est les investissements qu'on a fait. Effectivement, comme le rappelait en introduction, les investissements pour tirer 1 kilomètre de fibre sont sans commune mesure avec les investissements pour tirer 1 kilomètre de câble RTE. On est sur un facteur 10 environ. Ce qui fait que pour le deuxième centre, effectivement, on a choisi un endroit où on pouvait non seulement trouver de l'énergie, mais où la disponibilité des réseaux énergétiques, c'est-à-dire des câbles RTE, était disponible sur le site. D'où notre recherche et le travail qu'on mène sur des sites d'anciens sites industriels qui étaient déjà équipés avec des postes RTE de haute puissance, hein, de 100 ou 200 mégawatts. Et ensuite, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va amener la fibre, parce que naturellement, comme c'est indiqué, il nous faut 3 ou 4 routes pour tirer de la fibre noire. Et effectivement, nous, on prend que de la fibre noire. On n'est pas opérateur télécom, c'est ensuite le client qui va choisir sur pour telle ou telle fibre, qu'est-ce qu'il souhaite aller. Mais on est sur des investissements extrêmement lourds, hein. On est sur des investissements qui sont assez connus. On est sur du 10 millions d'euros par mégawatt. Donc, quand on parle de centres à 100 mégawatts ou à 200 mégawatts, ou aujourd'hui, les centres les gigafactories à 1,x mégawatts, 1,x gigawatts, pardon. Donc, on est sur des investissements massifs, hein, de plusieurs milliards d'euros, sans compter les machines sur lesquelles il faut encore rajouter un zéro. Donc, voilà, donc on est dans une espèce de course absolument incroyable. Mais le facteur déterminant pour la recherche du nouveau site, où que ce soit, en fait, en France ou à l'étranger, c'est la disponibilité, si ce n'est de l'énergie, mais au moins des câbles. Parce que les câbles, tirer des câbles RTE sur 10 km, ça peut vous prendre 2 ans. Bon, bah, les sites péchinés, j'espère qu'ils vont continuer à vivre, mais ils auront certainement une possibilité de reconversion en data center. Aujourd'hui, c'est beaucoup des sites historiques. Toi, sur le deuxième site qu'on développe, il est situé à Bessay-sur-Bray, près de Vendôme. Et c'est une ancienne papeterie qui a fermé il y a 4 ans, une ancienne papeterie de chez Arjo Wiggins qui a fermé il y a 4 ans et qui a laissé 500 personnes sur le carreau. Donc là, non seulement on va réinnover et utiliser notre approche modulaire pour déployer un 150 MW de puissance, mais également on va désartificialiser le sol sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, parce qu'on n'a pas besoin de la même surface pour cette densité, parce que qui dit une densité augmentée dit évidemment une demande en termes de surface qui diminue. Hein, plus on est dense et moins on a besoin de surface. Je confirme pour avoir vu ce truc-là, ce projet passer à un moment dans ma vie, vous êtes très loin des réseaux là-bas. Des réseaux il y a Sarp optiques, Télécom et Cybertech. Très loin des réseaux optiques. Exactement. Ouais. Ok. Rémi, qu'est-ce qui se passe dans les data centers alors? Alors effectivement, dans les réseaux pour emmener l'information jusqu'au data center, Christophe et Olivier ont déjà mentionné ces points, mais les applications et les implications de la création de data center IA en a à l'intérieur même du data center. Historiquement, quand on utilisait Internet, on se retrouve avec une communication qu'on appelle nord-sud. Hein, donc, on a un client, un utilisateur chez lui qui fait une requête. Il va lire un mail, donc la requête va sur le serveur et revient jusqu'à lui. Avec l'intelligence artificielle, on est plus dans des flux est-ouest, donc les flux qui restent à l'intérieur du data center dans des proportions absolument colossales. Hein. C'est de la communication machine à machine, et notamment dans la partie entraînement, training des modèles dont parlait Olivier tout à l'heure. Donc, il y a toute cette couche de communication supplémentaire qui fait que dans chacune des baies, donc on parle de baies 40, 100 ou plus kilowatts, mais également en termes de nombre de connexions, dans toutes ces GPU qui sont stockées là-dedans, on a des centaines, voire des milliers de fibres dans chacune de ces baies. Donc ça implique une infrastructure de câblage interne au data center qui ne peut pas être la même que celle qu'on faisait précédemment dans des data centers traditionnels où on avait des flux
simple, on va dire, un nord-sud. Ouais, c'était une baie dans un data center, déjà, quand il y a plus de 10 ou 20 cross-connects, c'est beaucoup. Là, je comprends on passe en centaines ou en milliers, si je comprends bien. Ok. Paul, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, j'ai deux réflexions, observations spontanées. La première, j'aime bien regarder la volumétrie toujours. Et il y a une étude récente qui vient de sortir qui nous explique qu'il y a 11 800 data centers dans le monde aujourd'hui. Il y en a 5 300 aux États-Unis. Il y en a 354 ou 355 en France. C'est-à-dire qu'on représente en France 2% du volume des data centers mondiaux. Il y en a, pour comparaison, 520 en Allemagne, 514 au UK. Alors les UK, c'est un peu bizarre parce qu'il y a l'Irlande dans les UK, et l'Irlande, avec l'attraction fiscale, a beaucoup plus de data centers que peut-être nécessaire, et n'a pas l'énergie d'ailleurs pour les alimenter. Et puis ce qui est intéressant aussi de regarder dans cette étude, c'est qu'il y a 79 data centers en Belgique. Pour mémoire, la Belgique, c'est grand comme un département français. Donc ça, c'est une première réflexion pour resituer un petit peu les volumétries, c'est-à-dire qu'en France, on représente 2% du marché mondial des data centers. Donc on a un gros travail à faire si on veut s'équiper, si on veut. Je pourrais vous fournir les slides de cette étude si vous voulez. Juste une petite question sur ce point. Quand vous parlez de 2%, vous parlez en volume de data center, mais par rapport au kilowatt. Je ne parlais pas du tout en kilowatts. Mais est-ce qu'on a cette notion Je ne l'ai pas vu dans l'étude. Dans l'étude, il y avait juste le nombre de data centers. Et c'est une étude mondiale, donc bien évidemment. Alors après, c'est à relativiser avec la taille des data centers, avec voilà, bien sûr. La deuxième réflexion qui me vient spontanément, quand on se dit qu'est-ce que l'IA va changer pour les data centers, moi j'aurais tendance à réfléchir à l'envers et à me dire qu'est-ce que les data centers ont changé pour l'IA. Et effectivement, l'IA c'est quoi? L'IA c'est de la grosse puissance de calcul, beaucoup de données, de la capacité à faire transiter tout ça, à l'amener entre les data centers et ailleurs, ce qui veut dire qu'en clair, sans les data centers, ben, l'IA n'existe peut-être pas. C'est en partie les data centers qui ont favorisé complètement l'émergence, le développement, la vulgarisation et l'usage de l'IA aujourd'hui. Donc c'est un peu aujourd'hui, je dirais la suite logique de faire évoluer les data centers pour maintenant répondre aux besoins de cette montée en puissance de l'IA. Voilà, c'était deux réflexions préalables, pas techniques, mais un peu pour resituer les choses. Moi, j'ai besoin de situer les choses. Alors, je te propose de garder le micro pour répondre à la prochaine question. C'est-à-dire de ton point de vue, quelle est l'architecture la plus adaptée aux technologies de l'IA? Plutôt les gros data centers hyperscale, plutôt des petites unités HPC à très haute densité, plutôt des data centers distribués au plus près des usages, ce qu'on appelle le edge. D'ailleurs, c'est une question un peu joker, vous n'êtes pas obligé d'y répondre tous. C'est quoi le edge? Le edge, c'est un concept qui va ramener au plus proche des besoins les capacités de calcul, les capacités de stockage. Donc, ce n'est pas une localisation en soi, c'est plutôt un concept. Pour moi, le edge. Pour répondre à ta question, il n'y a pas de bonne architecture, il n'y a pas. Le mot-clé serait hybride pour moi. À savoir, dans certains cas, on a besoin de haute puissance de calcul et donc des capacités des hyperscalers. De temps en temps, on a besoin d'être au plus proche des utilisateurs ou des besoins ou des points de connexion ou de l'énergie et donc peut-être de plus petits data centers. Et dans tous les cas, on a besoin de faire fonctionner tout ça ensemble, donc d'avoir de l'architecture globalement hybride. Ça tombe bien, l'informatique aujourd'hui, l'hyperconvergence, on est purement dans cette logique-là et les data centers vont dans cette logique, à mon avis, d'hybridation des technologies, des usages, des outils utilisés pour la mise en œuvre. On parle pas encore de data center as a service, mais on parle beaucoup d'infrastructure as a service, donc on n'en est pas loin. Avec l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de data centers sans aucune ressource humaine sur place, avec de l'intelligence artificielle. C'est peut-être pas encore pour tout de suite, mais ça se positionne, ça réfléchit, ça avance, notamment
avec des domaines liés à l'informatique comme l'observabilité. On a la capacité de suivre tout ça de près. Donc, l'architecture idéale entre Edge, hyperscaler et des data centers de relative proximité, le mot-clé pour moi, c'est hybridation et hybride. Quelle est la vision d'Eclairion sur ce sujet? Si on prend j'adhère assez à cette idée d'hybridation. Pour les data centers Edge, tels qu'on perçoit nous, c'est des data centers qui vont notamment collecter les données, réparties sur le territoire, près d'une usine, auprès d'un port, auprès d'un. Donc le data, c'est ce qui nourrit l'intelligence artificielle. Donc ça ne tourne pas n'importe où l'IA. Et les raisons sont liées au data center, mais plus encore sont liées aux puissances des puces GPU qui sont nécessaires pour faire tourner les modèles. Et comme on l'indiquait précédemment, Rémi, sur la question de l'interconnexion, chaque GPU est connecté à chacune des autres. Donc, même là, tu as une concentration de puissance de calcul. Après, sur le Edge, encore une fois, c'est un outil, c'est un moyen, c'est intégré dans la chaîne de collecte des données. Donc, il n'y aura pas vraiment de gros calculs dans les centres Edge, mais par contre, c'est là où on va collecter toutes les données. Et après, les données seront remontées une fois par jour sur des centres, des éléments plus centralisés, soit pour recalculer des modèles ou partiellement des modèles, soit à plus long terme pour recalculer des modèles fondations plus larges. Donc, ça fait partie intégrante, de mon point de vue, des architectures telles qu'on voit générales de nos systèmes d'infrastructure IT en France. Et quelle est la vision de Thésée? Alors, c'est vrai que quand j'étais dans le secteur télécom, je voyais bien la notion de edge. En data center, je ne l'ai pas encore vu. Effectivement, je vois bien ça dans une architecture télécom. Dans le côté data center, on a un marché qui est à la fois d'un côté avec des besoins cloud qui sont massifs, et de l'autre côté, on a des besoins de DSI qui sont beaucoup moins massifs et plus hétérogènes. Mais voilà, c'est soit j'héberge à 30 minutes de voiture du technicien, et ça répond à des besoins pour des vraies entreprises locales, pour des vraies collectivités, soit j'héberge pour des clouds nationaux, mondiaux, hyperscalers. Côté Thésée, nous, on est un peu sur les deux, puisqu'effectivement, on héberge une zone cloud d'outscale. Et d'ailleurs, typiquement, du fait qu'on soit en haute densité, on héberge en fait l'essentiel des GPU Mistral d'outscale. Outscale, pour mémoire, c'est l'opérateur cloud de l'État, si on peut résumer. Bon, pas que ça, mais. Dassault Systèmes, on va dire. Dassault Systèmes. Voilà. Donc derrière, il y a plutôt du Airbus ou des choses comme ça en tant que client utilisateur. Et effectivement, là, ce qu'on voit, c'est à travers même cette expérience de client, c'est qu'on est forcément sur des choses moins puissantes, probablement beaucoup plus ciblées, mais par contre, dont la souveraineté et l'étanchéité par rapport à l'extra-européen, alors on ne va pas dire est complet, mais enfin en tout cas, est extrêmement, extrêmement, extrêmement travaillé. Et c'est-à-dire qu'on détermine des zones juridiques où en fait on reste en Europe. Et dans le numérique, c'est compliqué, c'est plein de détails. D'ailleurs, demain, on fait une table ronde avec David Chassan sur quelle expérience sur ce sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le numérique, il y a plein de briques. Et puis, depuis qu'on sait qu'il y a même des présidents américains qui peuvent faire fermer des comptes mail en Europe, voilà, je veux dire, on a depuis le 20 janvier, on a un très très bon avant-vente sur le fait de détourer des zones de souveraineté européenne, quoi. Voilà. Et donc, derrière la position, c'est plus l'IA devient quelque chose de massif, se segmente, et effectivement, il y a différents besoins. Je pense que Olivier et Charles connaissent très bien les besoins massifs mainstream. Et effectivement, nous, on voit apparaître en fait des besoins de niche où il y a des besoins vraiment plus sensibles et qui ont besoin d'être vraiment protégés pour des raisons de sensibilité par rapport aux usages derrière. Merci Antoine. Rémi, quel est ton mot sur cette question d'architecture distribuée, centralisée? Alors effectivement, le Edge Data Center, ça va être, comme tu l'as très bien dit à l'instant, une architecture distribuée plutôt, donc avec des entités au plus proche des utilisateurs pour, comme le disait Charles, pour la collecte des données, mais également pour l'utilisation des données. Là, on pense notamment aux applications type santé, industrie, bientôt les véhicules autonomes. On n'a pas envie d'avoir de problématiques de latence parce que notre data center est situé à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Par contre,
pour revenir à ta question et comparer cela avec l'architecture hyperscale. Donc hyperscale, ça va plutôt être des solutions de grande taille, sans rentrer dans le discours de dire les hyperscales, c'est les GAFAM et point barre. Ça va être des grands ensembles où seront plutôt réalisés l'entraînement des modèles avec des capacités à la fois de puissance et de compute, de calcul, très très importantes, avec des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de GPU dont on entend parler aujourd'hui dans la presse. Justement, je rebondis sur ton commentaire en faisant un focus sur la latence et avoir votre avis sur l'impact de la latence sur les applications IA, sur les réseaux, sur les data centers. Et là, on repose encore la question, mais je pense qu'on a peut-être déjà répondu, peut-être d'autres commentaires à ajouter. Les architectures Edge versus des très gros transports de données entre des très gros volumes de données transportés entre de très gros data centers type hyperscale. Christophe, qu'est-ce que tu peux préciser par rapport à cette question? Malheureusement, on ne sait pas trop aujourd'hui. Quand on parle de latence, ça dépend de l'application. On parle de voiture autonome, bien sûr qu'il faut une méga belle latence. Après, quand c'est du machine to machine, où il n'y a pas d'utilisateur derrière, pardon l'expression, mais ça nous est complètement égal. Donc la latence, ça dépendra des applications et des besoins. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. Je pense qu'aujourd'hui, 95% n'a pas besoin d'une faible latence. Ça changera certainement avec le temps, mais ne soyons pas si pressés. Attendons de voir. Maintenant, une certitude, c'est que les débits vont augmenter. La fibre, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, les équipementiers progressent, on va dire, tous les mois. Avant, on faisait 10 gigas sur une fibre. Aujourd'hui, on fait 5, voire 10 Tera sur une même fibre. Ça va continuer. Donc, en termes de volume, parce qu'il y aura toujours ce besoin de volume, les opérateurs seront présents, de proximité. Ça viendra avec des applications et je pense qu'on sera tous obligés de suivre le marché. Rémi, quel est ton avis sur la problématique de la latence? Donc, la latence, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, effectivement, ça reste, en tout cas sur les applications IA, quelque chose de critique réellement, donc que ce soit pour les applications temps réel, comme les véhicules autonomes par exemple, mais une latence trop élevée dans les modèles de calcul et même dans l'entraînement des machines peut entraîner, dégrader la qualité des résultats, voire faire que les calculs doivent être refaits parce que il y a eu de la latence sur certaines phases de calcul. Dans un data center, on va prendre le hyperscale, donc on a beaucoup de GPU, hein, comme chez Clarion avec son client. Si lors d'un calcul qui est lancé pour entraîner le modèle, il y a une différence de débit ou un problème sur un des brins ou une des fibres, tout le calcul doit être repris depuis le début. Donc ça a aussi des applications à la fois économiques pour le client, pour son client, et des implications de surconsommation énergétique pour un même calcul, hein, si on fait ce rapport. C'est très clair, merci. Et Paul, comment vois-tu la question de la latence Alors, la latence, pour moi, dans l'avenir? Alors, dans l'avenir, je ne sais pas. Je me prononcerai pas pour l'avenir. Mais la latence est une donnée relative. En fonction des usages, bien entendu. Et puis, parfois, on peut avoir de la latence très faible à l'intérieur d'un data center. Et puis, dès que ça sort, la latence augmente. Donc, c'est aussi une histoire de chaîne. La latence, c'est pas une latence instantanée à un endroit donné pour un seul process ou un seul data center. On peut avoir du 400 gigas ou du 800 gigas à l'intérieur d'une baie ou à l'intérieur d'un data center hyper moderne et hyper performant. Mais des fois, l'usage global fait qu'on va avoir besoin d'une latence élevée et il faudra mesurer cette latence sur toute une chaîne. J'ajoute que dans cette notion de relativité de la latence, on parle de la fibre, mais il y a d'autres technologies qui arrivent, par exemple le satellite. Et on a, certes, américains aujourd'hui beaucoup avec Elon Musk, mais on a des latences sur des satellites de basse orbite qui sont de l'ordre de 30 millisecondes. Donc, on n'est pas loin d'un ADSL de qualité
qu'on avait il y a quelque temps. On n'est pas au niveau de la fibre, entendons-nous, mais pour de l'usage, on arrive déjà à des niveaux qui sont très acceptables. Et l'an prochain, les offres de Starlink vont être de faire du FEM2CELL, c'est-à-dire qu'avec un téléphone 4G, on pourra utiliser directement le satellite comme antenne relais. Ils sont en phase d'expérimentation. On ne l'aura peut-être pas en France parce qu'on a des normes et des lois qui obligent de passer par Orange pour l'utilisation de toutes les fréquences, ou de l'ARCEP ou d'autres, non pas Orange de l'ARCEP, mais l'utilisation des fréquences est limitée, fort heureusement pour nous. Sinon, avec Starlink, on aurait déjà l'an prochain des offres directes de téléphonie pour des prix pas très élevés, puisqu'ils veulent faire des prix aux alentours de 50 € par mois. Donc, pour rebondir sur cette latence, effectivement, la latence est un problème de chaîne de valeur, un problème pas uniquement du data center, c'est un problème d'usage au final. Par exemple aussi, sur des sites Internet, il est prouvé que si jamais ça dépasse un certain temps de réponse, un certain temps de latence, eh bien les gens ne commandent pas. Au-delà de 2 à 3 secondes de latence, le taux de commande chute considérablement. Et donc, tout ce qui vient des data centers et de l'acheminement global, si la latence est trop élevée, ça peut impacter directement sur certains business. Donc, latence, donnée relative, mais importante. Je te propose de garder la main et de prendre en main justement la prochaine question qui concerne les usages, les usages d'aide. Excusez-moi, je reprends de début. Comment l'IA change ou pas la donne en termes d'usage des interconnexions fibres internes, donc entre les baies, dans les data centers, par rapport aux data centers historiques. On pensait quantité, architecture, qualité. Alors, l'IA, déjà, elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Elle peut intervenir aujourd'hui dans la conception des data centers, dans l'optimisation, donc comment impacte l'IA dans le débit à l'intérieur des data centers, elle peut déjà intervenir dans la façon d'interconnecter, de choix des technologies, de multiplexage, que sais-je. Et donc, on peut avoir des outils d'IA pour nous aider à la conception de cette interconnexion et de ces débits à l'intérieur des data centers. Ensuite, les technologies des data centers, mes collègues en parleront sûrement mieux que moi, évoluent aussi à grande vitesse vers des bases de débit 400 gigas, voire 800 gigas, qui étaient des débits internes à une baie jusqu'à présent, qui vont être des débits qui vont être peut-être demandés, notamment avec de l'IA agentique, comme tu l'évoquais tout à l'heure. L'IA agentique, ça veut dire qu'on va avoir des process d'IA qui vont être capables de travailler seuls, de se connecter seuls, de prendre des décisions relativement seuls, et donc de solliciter de la connexion à haut débit, parce que l'IA, elle ne réfléchit pas tout à fait à notre vitesse, ou c'est plutôt nous qui n'agissons pas à la vitesse de l'IA. Donc, effectivement, de multiples impacts en termes de conception, en termes de besoin de volume de données, de vitesse, donc de latence, de temps de réponse à l'intérieur des data centers. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, mais… Oui, tout à fait. Je te remercie, Paul. Rémi, est-ce que tu peux compléter avec justement ta vision sur les cross-connects, les intercos à l'intérieur des data centers? Alors, effectivement, à l'intérieur des data centers, l'infrastructure de câblage, c'est bien plus que juste un support technique. C'est le socle sur lequel repose toute la puissance de calcul du data center. C'est un peu… on peut investir dans les GPU les plus performantes, le meilleur système de refroidissement, on peut avoir toute la puissance nécessaire. Si les interconnexions entre ces GPU est mal fait ou bancal, eh ben, ils ne vont pas réaliser ce qu'ils doivent faire dans de bonnes conditions, et ils le feront de manière bien moins efficace. C'est un peu comme les fondations d'un bâtiment, hein, on les voit pas forcément. Mais si elles sont mal faites, c'est tout le bâtiment qui peut s'écrouler. Donc oui, l'IA, elle impose une refonte complète des interconnexions internes avec, historiquement, alors on ne va pas refaire l'histoire du câblage dans le data center, mais historiquement, on avait un switch qui a dans la baie un commutateur, lui connecté en fibre, mais à l'intérieur,
on avait des connectiques cuivre pour connecter les machines. On est passé dans les nouveaux data centers avec des connectiques fibres jusqu'à 10 gigas pour jusqu'aux machines et des liens montants de 40 gigas voire 100 gigas pour les meilleurs data centers, pardon. Pour ce qui est des data centers IA, là, on change complètement d'échelle. Là où on arrivait à la baie avec un seul lien 40 gigas, on va arriver avec 400, 800 gigas vers chaque GPU. Donc, on a 50, 100, 200 ports 400 gigas dans une seule baie. Donc, ça implique d'avoir une refonte de l'architecture. On ne peut plus tirer juste un lien d'un point A à un point B de manière complètement désordonnée. Là, c'est le meilleur moyen de courir à la catastrophe. Non, il faut une infrastructure structurée avec des connecteurs haute densité, avec des performances à la fois sur les transceivers, sur les équipements actifs, mais sur la fibre pour garantir la meilleure performance et l'utilisation de ces solutions d'IA. Donc on voit d'énormes volumes de fibres optiques finalement nécessaires pour connecter à l'intérieur des data centers eux-mêmes. Et on parle pas évidemment des connexions externes qui sont déjà adressées. Jusqu'à plusieurs milliers par baie. C'est énorme. Je ne sais pas si Eclairion ou Thésée, vous avez un commentaire à ajouter. Non, juste pour compléter, effectivement, sur les infrastructures, on parle de 150 000 liens à tirer entre les GPU sur une infrastructure à 20 000 GPU. Mais ça veut dire aussi que, nous, l'expérience qu'on a, c'est que du coup, quand on déploie ça, il faut rajouter maintenant entre les baies des espaces d'une vingtaine de centimètres pour faire passer tous ces réseaux. Donc, il ne s'agit plus simplement d'être à l'arrière du rack et connecté. Il faut rajouter, même entre chaque rack, tu vas rajouter 20-30 centimètres d'équipement. Et donc, sur une ligne où tu as 16 baies, tu vois, tout à coup, ta largeur, ça gagne 2 mètres, 3 mètres 50. C'est là où on est content d'avoir une infrastructure modulaire, si tu veux. Effectivement, je confirme, je crois que fut un temps, on avait un standard à 60 cm dans les baies. C'est vrai que nos clients standards sont plutôt à 80 et nos clients haute densité sont plutôt à 100 en termes de largeur de baie, parce qu'effectivement, les équipements restent à 60, mais il y a tellement de choses à mettre autour qu'effectivement, il faut de l'espace autour des équipements, parce qu'il y a la connectique fibre, mais il y a aussi l'électricité, parce que quand on densifie l'électricité, les PDU, donc on voit les multiprises, prennent beaucoup plus de place. Donc effectivement, on est en train d'évoluer même vers des standards avec des baies de 100 sur les applications les plus denses. Ouais. Puis après, il faut référencier tous ces entre guillemets cross-connect. Peut-être que l'IA peut aider. Peut-être qu'une baie dans chaque data center peut être consacrée à une IA qui gère les cross-connect. Les entrées mises à part, par contre, non, ce qui se développe, c'est des jumeaux numériques ou du BIM. Alors, quand on vient du bâtiment, on parle plutôt du BIM. Quand on vient d'informatique, on parle plutôt des jumeaux numériques. Mais effectivement, pour s'y retrouver, il faut avoir le double numérique parce que sinon, quand on veut y revenir 6 mois, 12 mois, 18 mois après, on a quelques clients qui parfois mettent quelques jours avant de retrouver le bon câble ou le bon serveur. Donc le double numérique, c'est-à-dire qu'on fait l'opération à blanc, c'est ça, avant de la faire en réalité? Alors pour l'instant, le double numérique, ça reste manuel, c'est-à-dire qu'il faut avoir la rigueur que quand on fait l'opération sur le terrain, elle soit aussi inscrite sur le numérique. Compris. Voilà. Typiquement, on vient de faire le geste de proximité augmenté, c'est-à-dire qu'on leur vend à la fois le geste de proximité et son intégration dans le double numérique. Ok, c'est très clair. L'idée, c'est que l'inventaire numérique soit à jour, quoi. C'est très clair, merci. Je vais commencer par Rémi, mais évidemment, je ferai circuler la parole après. Quel regard avez-vous sur les stratégies de déploiement des câbles sous-marins, des câbles terrestres, et les stratégies de déploiement des data centers, et là je parle particulièrement des hyperscalers, hein, je précise ma question, pour les hyperscalers, stratégie de déploiement des câbles sous-marins, des câbles terrestres et des data centers, et justement quels sont les impacts de ces hyperscalers sur le développement des data centers en France. Donc la question focus hyperscaler, donc câbles, data center, infrastructure. Très bien, merci. Effectivement, les hyperscalers, ils investissent massivement dans ces câbles, dans ces autoroutes, on va appeler ça comme ça, qui lui permettent d'assurer la connectivité au niveau mondial, hein, de ces nouveaux services au débit nécessaire. Ça demande notamment, donc on parlait des modèles d'entraînement d'IA, et ils sont répartis soit sur un site, mais
ils peuvent être également répartis sur plusieurs sites distants et ces interconnexions massives sont très importantes. Au niveau local, pour les data centers régionaux et plus particulièrement en France, on va avoir des implications et un intérêt par rapport à des enjeux de souveraineté dont on a un peu touché tout à l'heure, de conformité réglementaire. Hein, on parle du RGPD, par exemple, pour ces aspects-là, mais également de performance. Et là, ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure avec la latence. Donc, ces nécessités au niveau local, qui découlent aussi de cet accroissement des liens internationaux, va stimuler l'écosystème local des data centers dans le croissant, mais on espère au-delà du croissant dont parlait Olivier tout à l'heure. Ok, merci. Paul, comment verrais-tu, quelles seraient tes réponses à ces interrogations? Alors, les câbles sous-marins, moi, je vois plusieurs aspects. Le premier, c'est quand même un enjeu de souveraineté et de maîtrise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les hyperscalers maîtrisent l'autoroute, c'est eux qui vont décider peut-être ce qui passe, peut-être comment ça passe, peut-être qui paye, peut-être un tas de choses comme ça. Je sais que Meta, par exemple, est en train de faire un câble sous-marin qui va relier l'Amérique latine directement à l'Australie. Donc, c'est pas le petit investissement, mais ils vont être les seuls. Donc, comment va se gérer l'utilisation de ce câble sous-marin, comment on va payer, comment il va être utilisé. Donc, de nombreuses questions à ce niveau-là. En France, c'est vrai qu'on a la chance d'être bien situé d'un autre côté, avec Marseille, qui je crois est le 3e hub mondial. 7e, je crois. Je crois que c'est le 7e. Et Paris doit être 3e. Si alors, c'est peut-être parce que j'étais à Marseille, il disait le 3e. C'est normal. Voilà, jamais les premiers, voilà, jamais les premiers, donc peut-être premier aussi. Ils disent qu'ils vont bientôt passer 6e, donc entre 6 et 7. Ouais, en tous les cas, ils ont pas mal de hubs qui arrivent et c'est vrai qu'ils sont géographiquement relativement bien placés pour desservir à la fois l'Afrique et le Proche-Orient. Ils ont beaucoup de câbles et donc, bien évidemment, des data centers s'implantent beaucoup dans la région marseillaise pour cette proximité. Il suffit d'aller sur le port, pas le vieux port, le vrai port de Marseille, pour voir le nombre de data centers ou le nombre de buildings qui sont équipés en data center. J'aimerais apporter un bémol cependant à ces câbles sous-marins. Je parlais des satellites tout à l'heure et il ne faut pas faire de paris à trop long terme quand même, parce que quand on voit les débits intersatellites qu'annonce aujourd'hui Elon Musk, c'est-à-dire des débits qui vont permettre d'aller d'un satellite à un autre pour transiter de gros volumes de données, avec des données directement stockées, pourquoi pas dans l'espace, on pourra arriver, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on sait bien que dans nos technologies, dans l'informatique, il faut pas penser à trop long terme, et on pourra avoir un jour peut-être des alternatives crédibles aux câbles sous-marins qui seront bien moins coûteux. J'aimerais dire, par exemple, par rapport à, j'ai aucune action malheureusement chez Starlink, mais que une semaine normale chez Starlink, quand il se passe pas grand-chose, ils envoient 3 fusées. Et par mois, ils envoient 340 satellites en l'air. Voilà, ça c'est le travail, c'est une semaine ou un mois normal chez Starlink. Donc, c'est quelque chose qui se développe en termes beaucoup d'usage, c'est-à-dire pour la boucle finale dans des zones qui ne sont pas du tout équipées. Par exemple, l'Afrique, on va pas mettre des tractopelles partout en Afrique pour mettre de la fibre, on va utiliser beaucoup le satellite, mais ce sont des technologies qui vont évoluer à grande vitesse et wait and see. Alors, je me permets, puisqu'on est au Cercle Credo, donc nous sommes le centre d'expertise de la fibre optique, on a fait un calcul assez rapide sur un point de table avec le Cercle Credo, donc qui est documenté, et qui compare les débits maximum totaux disponibles sur un territoire comme la France au moment où chaque satellite, il tourne. Donc, on arrive de notre point de vue, en tout cas, sur des éléments quantitatifs qui ne sont pas du tout comparables au débit possible par l'ensemble du réseau FTTH disponible en France pour chaque abonné. Je me suis bien exprimé sur la façon d'exprimer, mais voilà. Mais voilà. Donc, mais ça mériterait un débat, clairement, à terme sur le sujet. Au moins de garder ça en réflexion. Garder ça en réflexion, mais voilà. Les échelles ne sont pas les mêmes, a priori. Christophe, toi qui connais bien les réseaux longue distance européens et mondiaux. Comment dire, pour nous, c'est une opportunité en tant qu'EXA, parce qu'en fait,
qu'on recherche, c'est de développer notre réseau. D'avoir des clients encore pour développer le réseau, ça accélère quand même des déploiements. Donc, c'est plutôt, effectivement, notre stratégie est faite par rapport à tous ces projets de cap de nouveaux data centers et où est-ce que je veux aller, à quelle vitesse et qu'est-ce que je dois éviter. Comme les caps sous-marins, on parle de Marseille, mais aujourd'hui, il y a déjà deux nouvelles régions en Méditerranée qui apparaissent, qui est Gênes et Barcelone. On va dire, et pourquoi pas Montpellier dans les prochaines années. Je n'en sais rien, j'ai pas de... Lisbonne aussi, je crois, qui se développe beaucoup. Lisbonne, ça vient surtout de l'Afrique, mais c'est pas... En volume d'arrivée de fibre, c'est pas encore énorme pour l'instant. Okay. Je pense que non, Gênes et Barcelone commencent à s'imposer, pas autant que Marseille, mais commencent à s'imposer. Il y a aussi beaucoup de câbles qui vont arriver, donc transatlantiques. On ne sait pas encore trop où ça va arriver, mais oui, pour nous, opérateurs, c'est une opportunité de participer, de faire partie du consortium, en fait, de déployer du réseau. Donc oui, pour nous, c'est une belle opportunité. Merci Christophe. Avant d'arriver à la dernière question, j'ai une question que là, je prends sur le Slido. Je sens qu'on était un petit peu loin parfois sur certains acronymes et sur certains sigles, donc je m'excuse par avance auprès de l'audience, puisque c'est vrai que le data center, c'est pas non plus au cœur des débats et des échanges du cercle Credo. Donc, me pose la question s'il existe un site ou un glossaire qui permet de se documenter un peu sur les différents mots et sigles. Je ne sais pas si ça... Non. ChatGPT. Alors, il faut en citer trois après, normalement. C'est ça. ChatGPT, Perplexity et je ne sais pas quel est le troisième. Puis le chat. Et le chat, tout à fait, d'Arthur Mathieu. Sinon, tu peux m'envoyer la demande et j'enverrai la liste. Parce qu'effectivement, pour comprendre, ça peut être très, très lourd. Donc, je m'excuse auprès des différentes personnes. Enfin, vous ne faites pas beaucoup mieux dans le domaine des réseaux. Hein. J'ai assisté à quelques réunions de chez Frog. C'est aussi un métier où l'acronyme est roi. Je dirais plus que dans les data centers. Olivier, je sais qu'il n'a pas le micro. Peut-être, je ne sais pas si tu souhaites rajouter un mot par rapport à ce qui a été dit ou si tu souhaites rester à l'écart de ce débat. Rien à rajouter pour le moment. Bah, écoute, c'est une réponse, tout à fait. Je te remercie beaucoup. Dernière question, question de conclusion. Finalement, les besoins des data centers, les besoins en data center et en débit d'IA, peuvent-ils finalement être inférieurs à ce qui était prévu suite à la rupture créée par le financement de DeepSeek? Alors, je rappelle, DeepSeek, au mois de janvier, je crois, à peu près, a annoncé qu'il savait faire aussi bien pour 10 fois moins cher et en 10 fois moins de temps pour le développer, ce qui a créé un petit tremblement de terre auprès des autres opérateurs d'IA qui se sont dit « Ah, on pensait être devant parce qu'on avait investi… » Pardon, oui. C'est le 6e sur Eclipse et sur DeepSeek, c'est le 2e. Donc, je reprends ce que disait Richard. Donc, sur ChatGPT, Marseille est le 6e hub mondial et sur DeepSeek, il est le 2e. Donc, il faut choisir Perplexity, 6e et DeepSeek 2e. Donc, voilà. Donc, ils font pour beaucoup moins cher, mais peut-être pas aussi bien. Donc, est-ce que vous avez quel est votre regard sur le moment qu'on appelle le moment Spoutnik de l'arrivée de DeepSeek? Qui veut commencer? Je vais bien commencer juste pour clarifier certains éléments sur ce qu'ils ont fait sur DeepSeek. Au-delà de savoir bien utiliser l'open source et s'être appuyé sur les travaux qui avaient déjà été réalisés, etc., ce qu'ils ont fait d'intéressant, je dirais, au-delà de la panique qu'ils ont mis au niveau des investisseurs financiers et tout ça, ça courait comme des canards avec qui on avait coupé la tête. Ce qu'ils ont fait d'intéressant, c'est qu'ils ont, mais il y a eu des travaux qui avaient été publiés avant ce qu'a fait DeepSeek, c'est une meilleure utilisation du GPU. C'est-à-dire, on peut utiliser le GPU de façon un peu brutale, on va dire, hein, mais on peut aussi travailler au niveau logiciel hein, sur une exploitation plus fine et plus intelligente des différentes fonctions du GPU. Donc ça, ils ont fait et ils ont gagné du temps là-dessus. Non, ça ne va pas diminuer le coût. Il y a beaucoup de questions sur l'infrastructure pirate qu'ils avaient derrière. Enfin bon, c'est pas... Donc, et depuis, d'ailleurs, ça s'est calmé. Je ne sais pas si tu as vu. Hein. Oui, ça n'a pas modifié les investissements qui ont été faits, annoncés en février. Ça n'a pas changé la vie de Stargate. Enfin, bon, donc, voilà. Mais
je reconnais le travail fait par les Chinois en termes de data center et en termes de supercalculateurs, malgré les embargos que leur mettent les Américains. Qui veut compléter? C'est vrai qu'on n'a pas forcément nous, un point de vue sur on va dire, les IA généralistes. Je pense que Olivier et Charles le voient beaucoup plus au quotidien. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement avec les optimisations qui commencent à arriver. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une course un peu, pour prendre le mot de Charles, brutale. Là, les Chinois commencent à ouvrir la course à l'optimisation. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça abaisse la barrière d'entrée et le coût d'entrée pour des IA spécifiques. Et effectivement, nous, on est en plein, nous, intéressés par les développements des IA spécifiques à côté des IA généralistes. Et comme, au final, les fondamentaux technologiques, il y a une porosité, effectivement, c'est là où on voit, nous, un signal ou à la dissémination vers des IA cibles ou spécifiques en fonction de besoins métiers, de besoins d'entreprise, de besoins souverains. Et c'est vrai que c'est une nouvelle étape, c'est qu'avant on était en brutal, maintenant on commence à être un peu plus fin. Merci Antoine. Rémi, je t'en prie. Oui, parce que même si les modèles comme DeepSeek qui permettent, qui ont réalisé une optimisation, permettent une avancée technologique significative, hein, ça n'en réduit pas que les besoins d'une manière générale en IA et en infrastructure restent à la hausse. Hein. La tendance, elle est clairement à une augmentation exponentielle des besoins en puissance de calcul, en connectivité ultra dense, toujours plus de GPU, même si on les utilise mieux, les besoins et les usages font que le volume total reste à une hausse pas indécente, mais vraiment très, très, très prononcée. Toujours exponentielle en tout cas. Christophe, as-tu vu un impact de DeepSeek le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après? J'ai complètement partagé l'avis de Rémi sur ce point. Moi, je me demandais même si c'était pas juste un fake pour te dire, Hervé. Maintenant, je veux dire, on vit une époque formidable, DeepSeek, pas DeepSeek, l'intelligence artificielle. On développe, on a la chance de vivre une nouvelle révolution. Ouais, soyons euphoriques, profitons, quoi, c'est top. Surtout pour notre secteur d'activité, en effet. Entre autres, mais je pense pour d'autres aussi. Après, on dit beaucoup de choses, ça va détruire de l'emploi, créer de l'emploi. Ça, là, il y a bien seulement on ne sait pas. Là, je crois que c'est difficile de tirer des conclusions trop rapidement. Paul, si tu veux justement conclure cette partie. Alors, concernant DeepSeek et concernant l'évolution des intelligences artificielles, je dis des intelligences artificielles volontairement, je pense, et je partage ce qui a été dit, qu'aujourd'hui, la porte est ouverte vers la conception de nouveaux modèles et de nouveaux types d'intelligence artificielle qui vont être beaucoup plus adaptés, beaucoup plus focusés métiers, beaucoup plus proches des usages. J'en veux pour preuve les nouveaux micro-ordinateurs qui sortent, qui sont la plupart tous équipés de processeurs dédiés à l'IA pour pouvoir embarquer directement en local sur le micro-ordinateur des IA et des fonctionnements locaux, ce qui résoudra un certain nombre de problèmes de confidentialité et autres, sachant que les données ne sortiront pas du poste local. Au-delà de ça, et sans être grand clerc, ce que je ne suis pas, l'évolution de l'IA, je voudrais pas parodier Luc Julia qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas, mais il travaille toute la journée dans l'intelligence artificielle. Mais je pense que l'intelligence artificielle va peut-être disparaître en tant que thème général pour se recaler dans chacun des métiers dans lesquels elle va interagir. Un petit peu comme les objets connectés. Il y a quelques années, on disait les objets connectés, ça va être un grand domaine de l'informatique. Eh bien non, aujourd'hui, les objets connectés dans l'automobile, ça appartient au domaine automobile. Les objets connectés dans la maison, ça appartient au domaine de la domotique. Les objets connectés n'existent pas en tant que domaine, mais sont rattachés à chacun des domaines dans lesquels ils interagissent. Et je pense que dans l'évolution de l'IA, avec la diminution de la taille des modèles et leur adéquation de plus en plus forte aux besoins métiers, on va peut-être non plus avoir un domaine de l'IA, mais un domaine de l'IA adapté pour chaque métier en fonction des besoins, en fonction des usages. Et il y aura toujours des grandes IA génératives sur les hyperscalers pour interroger la connaissance mondiale et avoir des informations, mais il y aura besoin d'IA peut-être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus focus sur un métier qui fonctionneront peut-être uniquement sur un micro-ordinateur. Voilà, quelques réflexions. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je ne vous lâche pas tout de suite, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous allez rester encore quelques secondes, quelques minutes sur la scène, puisqu'on a des questions qui nous sont arrivées au travers du Slido. Je vais passer le micro à Jacques, je pense que ce sera plus rapide si tu dis direct.
Oui, donc on le voit, un sujet très intéressant et donc bien sûr qui suscite des questions des participants. Donc alors une première question, alors je pense que c'est pour Christophe. Voyez-vous une transformation de marché pour le besoin des hyperscaleurs de WDM vers la fibre noire ou fourreau sur des axes longue distance? Bah, là, non, je vais dire qu'il n'y a pas de changement parce qu'en fait, ça fait déjà longtemps qu'ils sont passés sur la fibre noire et sur l'acquisition de fourreaux, donc c'est déjà fait en fait. Ok. Autre question, par rapport à la densité de fibres intra-data center, pensez-vous voir arriver des liaisons WDM, encore une fois, très courte distance à l'intérieur des data centers? Alors, du WDM à l'intérieur même du data center, entre les GPU, aujourd'hui, alors c'est les équipementiers qui travaillent sur ces sujets, donc les fabricants des serveurs et les fabricants de switch. Donc, on est dans des architectures qu'on appelle spine and leaf, avec différents niveaux de commutateurs. N'ont pas développé, ne travaillent pas encore, en tout cas à ma connaissance, sur ces solutions. Donc, la réponse, je dirais non. Comme on a dit tout à l'heure également, il ne faut pas présager de l'avenir. Maintenant, par rapport aux besoins qui sont de latence, de débit et de lien direct de machine à machine, garder quelque chose du câblage qui soit plutôt structuré et pas mutualisé au point de ce que permet de faire le WDM semble devoir rester la norme à l'avenir. Alors maintenant, une question qui est chère, je dirais, à beaucoup de participants au Credo, à la VICA, la résilience. Donc, c'est intéressant de voir que, je dirais, au niveau des data centers, c'est quelque chose qui a été pensé dès le début. Je dirais que les data centers, c'est essentiel. Donc, c'est pas forcément ce qu'on vit aujourd'hui au travers de certains réseaux. Alors, comment les contraintes de résilience de nouveau présentes dans les préoccupations influencent-elles le choix de l'emplacement de nouveaux data centers? Le choix de l'emplacement. Alors, sur les questions de la résilience, on n'est pas tout à fait d'accord. Enfin, moi, et nos clients ne sont pas tout à fait alignés sur la façon dont on a l'habitude d'évaluer la résilience sur les data centers. C'est-à-dire que tu ne peux pas envisager la même résilience sur des baies à 10 kW que sur des baies à 150. Et quand tu as des machines qui sont à 40 MW ou tu as 350 baies qui se déploient. Donc, nous, sur le plan énergétique, on explique aux clients et on discute avec le client, est-ce qu'il est nécessaire de redonder l'intégralité de la chaîne électrique ou est-ce qu'il serait suffisant parce qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles un cluster peut tomber, des raisons logicielles, des raisons humaines, etc. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se concentrer sur la sauvegarde des données et des racks d'administration et de réseau? Donc ça, et ne pas redonder 100% avec des groupes électrogènes, avec des batteries, avec des onduleurs, tout ce que tu veux, pour redonder toute la puissance du serveur. Par contre, en termes de réseau, nous, on a fait le choix d'avoir non pas une redondance, mais d'avoir, pour le coup, quatre fibres noires dédiées qui sortent par des chemins différents. Pour nous, c'est indispensable. Donc, je pense que c'est assez différent de mon voisin. En fait, voilà, effectivement, la question, c'est pour quel usage? Je pense que c'est là où on se rejoint. La localisation, je pense, a assez peu d'impact, hormis si on se dit, on compte sur le réseau électrique pour faire la résilience. Il se trouve que le data center a plutôt tendance à compter sur ces groupes électrogènes pour la résilience, parce que même si les blackouts sont rares, ils arrivent. Et donc, c'est pour ça que notre résilience électrique côté data center s'appuie d'abord sur les groupes électrogènes. Et après, typiquement, on a un tiering, donc, qui est une sorte de notation avec des prérequis à chaque fois. Donc, il y a le tiering 2, tiering 3, tiering 4. Nous, effectivement, on a le NEC plus ultra parce qu'on a des clients qui ont été très exigeants là-dessus. Donc, c'est-à-dire que nous, même quand on est en maintenance sur n'importe quel équipement, on peut encore résister à une panne. Ça, c'est le tier 4. Quand on est en tier 3, c'est qu'on a une redondance, mais par contre, quand on est en maintenance, on perd les redondances. Et en tier 2, c'est qu'il y a un certain nombre d'équipements qui ne sont pas redondés, donc potentiellement, ça peut tomber. Et suivant l'usage, suivant les besoins,
il y a besoin du 2, du 3, du 4, et ça, c'est client par client. Je comprends que toi, tu as un client qui peut se permettre par moment sur certains points ou dans certaines conditions. Et donc, c'est probablement un équivalent tier 2, j'imagine. C'est ça, ouais. Et ça permet d'optimiser à ce moment-là, j'imagine, l'investissement et d'optimiser la location. À l'inverse, moi, j'ai notamment un client ou deux clients qui sont très exigeants, qui ont imposé le tier 4, ce qui fait que non seulement on s'appuie sur les groupes électrogènes, mais en fait, on a 2 fois la puissance en groupe électrogène, au cas où le groupe électrogène tombe en panne. Bon, les sites sont doublés? Non, derrière le site, j'ai 2 fois la puissance du site en groupe électrogène. Parce que non seulement si le réseau tombe, le groupe électrogène peut tomber, et j'en ai encore un. Bon, ça, c'est le tier 4. Le tier 3, c'est j'ai le groupe électrogène derrière le site en plus du réseau. Donc, c'est là où l'enjeu, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu du tiering, pourquoi est-ce qu'il y a des certifications? C'est que du coup, il y a des auditeurs tiers qui viennent certifier pour pas qu'on fasse passer des vessies pour des lanternes. Et c'est vrai que le monde des data centers, moi, ce que j'ai vu par rapport au monde des télécoms, c'est qu'on est beaucoup dans de la certification et de l'audit externe qui permet du coup de garantir à un client que derrière la promesse commerciale, il y a bien les moyens qui ont été mis en œuvre. Alors, une question pour Christophe, parce qu'on parle je dirais, de 2 paires, 4 paires de fibres. L'emplacement, il est quand même défini par rapport aux routes, parce que je pense que ces paires de fibres en secours ne prennent pas les mêmes routes. Donc, l'emplacement est aussi, je pense, déterminé en fonction des routes disponibles. Disponible dans le meilleur des cas, hein. Parfois on est obligé de les créer. Après, c'est toujours malheureusement une histoire de budget. Mais oui, aujourd'hui, c'est 4 routes complètement distinctes, 0 SPOF sur la totalité du chemin. Donc, il n'y a plus le choix. Donc, est-ce qu'il y a des règles de génie civil particulières? il y a pas particulières, je veux dire juste les règles de l'art des télécoms. On ne va pas creuser à 25 cm pour mettre un fourreau. Non. On va respecter le 1,50 m. Il y a dans certains pays, je veux dire, je donne l'image de la Roumanie, la fibre, elle passe par les fenêtres. On n'en est pas là en France, je vous rassure. Véridique. Alors, une dernière question. Mais attention, en Roumanie, le prix est beaucoup moins cher. Ça permet prendre 2 ou 3 routes diverses et quelque part, ça fonctionne. Ok. Alors, je pose la question personnellement. Je suis un petit peu perplexe parce que je ne connais pas tous les acronymes. Hein, donc, ça rejoint un petit peu la question qu'on a eue tout à l'heure. Comment voyez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle avec les SIG et le recoupement vers les BAN? Alors, si on peut nous expliquer. Voilà. Le BAN, c'est pas l'adresse. Alors là, c'est un sujet technique. Ouais. Si on ne comprend pas la question, on va éviter d'y répondre. C'est la base d'adresse nationale. Bien, si on est dans les temps, Hervé, parfait. Okay. Donc il ne me reste plus qu'à remercier tous les intervenants. On peut les applaudir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci Hervé. On fait une petite pause d'une demi-heure, donc je pense qu'on peut encore échanger si vous le souhaitez avec chaque participant. Merci, rendez-vous à 16h.